Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et j'anime pour vous cette émission de Comment c'est fait. Fabriquer un objet de façon artisanale est une chose, le fabriquer en série en est une autre. Nos caméras vous révèlent les détails insoupçonnés des procédés de fabrication courants. Une image aux 1000 mots? Alors regardez bien. Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les batteries de cuisine professionnelles. Les boîtes en bois avec incrustation. Les chauffe-eau à haut rendement. Et les scooters. Les grands chefs savent que la qualité des ustensiles de cuisine dépend de leur capacité à bien diffuser la chaleur. Le cuivre est de loin le meilleur conducteur thermique, mais les batteries de cuisine qui en contiennent valent leur pesant d'or. L'aluminium transmet bien la chaleur, mais n'est pas durable. Le compromis, des ustensiles en acier inoxydable. Cette batterie de cuisine en acier inoxydable haut de gamme a une âme en aluminium. Sa production commence avec 2 tôles d'acier inoxydable. À l'aide d'une soudeuse par points, les ouvriers les relient d'un côté. Ils placent ensuite les tôles ainsi jointes sur un dispositif d'assemblage. Une ventouse soulève la tôle du dessus et les ouvriers insèrent une tôle d'aluminium entre les deux autres. Ce sandwich métallique va sur un convoyeur qui l'entraîne pendant 10 minutes dans un four. La chaleur, à 370 degrés Celsius, ramollit les métaux, ce qui les prépare aux opérations de fusion et de façonnage qui suivent. Du four, les métaux entrent dans le premier laminoir qui utilise un courant électrique pour chauffer et fusionner les 3 couches. Un deuxième laminoir renforce le joint. La vapeur est formée par l'évaporation du lubrifiant soluble à l'eau au contact du métal chaud. Les métaux liés sont maintenant acheminés à un deuxième four pour un réchauffage qui renforce encore davantage le joint. De là, les métaux vont dans une presse de 100 tonnes où une matrice découpe l'ébauche de l'ustensile en production. Les débris résultant de la coupe sont nettoyés, car le moindre résidu sous la presse endommagerait le métal. Les ébauches d'ustensiles vont maintenant dans une presse de 200 tonnes, contenant un outil de formage qui les façonne en poêle à frire de 25 cm. Une feuille de papier est placée entre chaque poêle pour éviter les égratignures. La presse peut accueillir différents outils de formage afin de produire divers types d'ustensiles, des casseroles aux marmites. Maintenant que les ustensiles sont formés, ils doivent être affinés. Cette presse à détourer enlève d'abord l'excédent de métal autour du périmètre, puis on procède à l'écriquage. Le détourage a laissé le contour rugueux. Il est donc égalisé à l'aide d'une coupeuse à haute vitesse. La prochaine étape est une machine à polir munie d'une bande abrasive. La surface intérieure de la poêle tourne à haute vitesse contre la bande. On obtient ainsi un fini très brillant. Pour ce qui est de l'extérieur, les poêles vont sur une meule à polir. Chaque poêle est frotté contre 10 meules à grains progressivement plus petits. Au terme du circuit, l'acier inoxydable a un poli miroir. Il est temps d'ajouter une poignée à cet ustensile. Tout d'abord, les ouvriers font appel à une presse qui est en fait une perforatrice industrielle. Elle applique quelques 18 tonnes de force pour perforer le métal.
Les ouvriers positionnent les rivets dans les trous, puis utilisent une autre presse pour les écraser. En s'étalant, les rivets fixent solidement la poignée. Lame en aluminium des ustensiles en acier inoxydable haut de gamme de cette compagnie intègre une âme en cuivre. Cette structure est conçue précisément pour la cuisson par induction, la plus récente technologie culinaire. Une mince entaille le long du périmètre expose le cuivre, donnant ainsi un aspect distinctif à ces ustensiles. Après tout, les amateurs de cuisine ne recherchent pas que le rendement, ils sont aussi sensibles au style. Depuis des siècles, les gens rangent leurs objets de valeur, bijoux, montres et autres objets chéris, dans des boîtes spéciales. Même si ces boîtes sont d'abord utilitaires, elles sont souvent aussi belles et précieuses que les biens qu'elles contiennent. Certaines d'entre elles sont de véritables petites œuvres d'art. Ces boîtes en bois sont faites à la main et ornées de magnifiques incrustations, également en bois. Pour fabriquer la charpente de la boîte, le menuisier utilise du tilleul, un bois mou idéal pour travailler. Il commence par faire des entailles à chaque extrémité des 4 côtés. Il colle ensuite des lamelles de bois à une des extrémités de chaque côté, laissant les autres entailles vides. Puis, il assemble la boîte en alignant les lamelles d'un côté avec l'entaille de l'autre. Après avoir fixé le tout ensemble fermement, il vérifie la dimension en traçant un gabarit de la forme finale. Une fois la colle sèche, cette machine informatisée coupe les côtés de la forme désirée. La prochaine étape consiste à les plaquer de bois décoratifs comme de l'olivier, du bois de rose, du séquoia ou de la ronce de noyer de Californie. Pour une question d'esthétique, les ouvriers relient 4 plaqués en bois identiques afin que le grain soit symétrique. Le menuisier applique ensuite une couche de colle sur les côtés de la boîte et y presse un plaquage. Celui-ci a déjà été orné d'incrustations. Le menuisier lisse le plaquage afin d'évacuer l'air emprisonné. Ce modèle est agrémenté d'une bande noire de bois de bolivar à chaque coin. Pour fabriquer le couvercle de la boîte, le menuisier utilise une machine appelée pantographe. Il bouge la tête qui se trouve au-dessus d'un modèle du couvercle. Cette manœuvre déplace simultanément les défonceuses de chaque côté qui reproduisent alors le modèle. Entre-temps, l'incrusteuse dépose un dessin du motif décoratif du couvercle sur une pile de planches et découpe les incrustations de plusieurs couvercles à la fois. Afin de teinter les contours de pièces choisies, elle les brûle dans du sable chaud. Certains types de bois deviennent bruns, d'autres verts. Après avoir découpé le motif à la main dans une feuille de plaquage, l'artisane utilise des pinces pour y placer les incrustations une à une. Une feuille de papier adhésif placée en dessous maintient les pièces en place pour l'instant. Une fois le motif complété, le menuisier remplit les interstices autour des pièces avec un enduit teinté qui s'harmonise au reste. Une dernière couche d'enduit recouvre tout le motif afin de maintenir les pièces de façon permanente. Une fois l'enduit durci, le menuisier recouvre toute l'incrustation de colle afin de s'assurer que les pièces restent vraiment en place. Il retourne maintenant la feuille, enlève le papier adhésif, et voilà.
Il ne reste qu'à coller la feuille de plaquage incrustée au couvercle de la boîte. La presser fermement est une opération délicate lorsque le couvercle est bombé comme celui-ci. Un faux mouvement et le tout peut se fissurer. Une fois le contour du couvercle laqué, les ouvriers appliquent 4 couches de vernis très brillant pour protéger le bois. Finalement, ils vissent le fond de la boîte, montent le couvercle avec les charnières, puis installent toute autre ferronnerie requise comme des entrées de clés. Et s'il s'agit d'une boîte musicale, le mouvement musical. Les chauffe-eau au gaz conventionnel ont une efficacité thermique d'environ 75 %. Les chauffe-eau à haut rendement ont une efficacité thermique pouvant atteindre 96 %. Ainsi, pratiquement toute la chaleur qu'ils produisent est transférée à l'eau. Le secret de leur rendement éco-énergétique, leur échangeur de chaleur unique. L'échangeur de chaleur se trouve au centre de l'appareil. Il est composé de tuyaux d'acier qui subissent un procédé de pliage sur mandrin. Ce procédé évite que le tuyau de 11 mètres ne s'entortille pendant qu'il est transformé en serpentin. Un soudeur soude des tiges d'acier sur les côtés du serpentin afin de rendre l'échangeur de chaleur plutôt souple, suffisamment rigide. Ensuite, une machine pompe de l'émail vitrifié d'un bout à l'autre du tuyau afin que tout l'intérieur du serpentin soit recouvert. Cet enduit protège le tuyau de la corrosion. Il faut environ 6 minutes pour recouvrir entièrement l'intérieur du tuyau et évacuer l'excédent de liquide. Il faut ensuite environ 15 minutes au four pour que l'enduit durcisse et devienne dur comme de la roche. Il est maintenant temps de sceller l'échangeur de chaleur dans le réservoir de stockage. Les ouvriers le placent d'abord sur un socle, puis le recouvrent d'un bâti d'acier. C'est ce réservoir qui stockera l'eau chaude. Le réservoir va sur une presse verticale qui l'appuie sur le socle. Puis, une soudeuse à arc électrique informatisée effectue la soudure. Un technicien remplit ensuite le réservoir avec de l'air sous pression, puis s'assure à l'aide d'eau qu'il n'y a pas de fuite. Il pompe de l'émail vitrifié résistant à la corrosion dans le réservoir. Un dispositif le répartit par culbutage afin de bien enduire tout l'intérieur de la cuve, de même que l'extérieur de l'échangeur de chaleur. Par la suite, un technicien insère un tuyau d'admission d'eau froide dans chaque réservoir. Il insère aussi une tige d'anode à base d'aluminium afin de mieux protéger l'intérieur de la corrosion. La tige absorbera les éléments corrosifs contenus dans l'eau avant qu'ils ne s'attaquent à la cuve d'acier. Une fois tous les raccords fixés, le technicien insère une deuxième tige d'anode qui double la protection contre la corrosion. Le technicien glisse maintenant une butée en mousse sur le réservoir. Celle-ci permettra d'y ajuster une enveloppe peinte et de la maintenir en place. La soupape à gaz qui permet d'allumer le brûleur est mise en place. Puis, l'enveloppe est coiffée d'un couvercle peint. Un ventilateur est relié au réservoir afin d'évacuer les gaz résiduaires du brûleur vers l'extérieur. La prochaine étape consiste à relier le brûleur à la soupape à gaz. Ce brûleur chauffe l'air qui entre dans l'échangeur de chaleur qui transfère ensuite la chaleur à l'eau. Un technicien remplit maintenant la cavité entre le réservoir de stockage et l'enveloppe de mousse expansive à haute densité. Cette mousse isolante d'environ 5 cm d'épaisseur recouvre toute la circonférence du réservoir afin d'empêcher les fuites de chaleur.
L'appareil reçoit ensuite un couvercle esthétique qui dissimule le ventilateur. Finalement, un technicien branche et teste chaque appareil. Celui-ci doit respecter des normes de contrôle de la qualité strictes qui garantissent que le brûleur, tous les raccords et toutes les connexions fonctionnent bien. Une fois les tests réussis, l'appareil est prêt pour l'expédition. Les chauffe-eau à haute efficacité peuvent vous fournir toute l'eau chaude dont vous avez besoin à une fraction du coût. Le scooter que nous connaissons a fait son apparition peu après la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe dévastée était alors en pleine phase de reconstruction. Ce véhicule économique et passe-partout offre un moyen de transport pratique et abordable. Le scooter a donc contribué quelque peu à la reprise économique d'après-guerre. Des décennies après son lancement, la popularité du scooter ne se dément pas, particulièrement en ces temps de hausse du prix du carburant. La production commence par le châssis passe-pied. Il est souvent fabriqué sur un cadre tubulaire, mais cette usine a une approche unique. Des robots joignent 3 pièces d'acier moulé en exécutant des centaines de soudages de précision qui les transforment en un châssis robuste. Après un traitement anti-rouille et un après, le châssis reçoit une couche de peinture et un vernis protecteur transparent qui sera durci à la chaleur. Les imperfections sont ensuite éliminées par polissage. À un autre poste, un technicien installe le système de radiateur, puis la monteuse suivante fixe le câblage et les boyaux au châssis. Une bordure de plastique permet de définir la silhouette du scooter. Ce modèle reçoit un moteur de 150 cc à 4 temps qui le rendra un peu plus nerveux que la moyenne. Il reçoit aussi une transmission automatique. Une fois la roue arrière installée, l'ouvrier soulève l'assemblage du moteur au-dessus du châssis. Il le guide jusqu'à sa niche derrière le siège du passager, puis le boulonne au châssis d'acier. Le technicien installe ensuite la colonne de direction à laquelle les freins avant et le moyeu sont déjà fixés. Il ajuste le tout à la calandre, puis insère la colonne de direction dans son emplacement à l'avant du scooter. Et la fixée est complexe. Le technicien utilise donc cet outil spécial pour serrer l'assemblage doucement. Cette technique évite les dommages aux composants. La poignée de guidon est vissée lâchement pour l'instant. Elle sera resserrée correctement plus tard. La roue avant de ce scooter a une jante de 30 cm. C'est beaucoup plus gros que celle des premiers modèles. Des roues plus grosses améliorent la stabilité et permettent à ce scooter d'atteindre des vitesses plus élevées que ses prédécesseurs. Le phare qui illuminera la route est monté sur la poignée de guidon. Cette technicienne met maintenant le véhicule à l'essai. Elle vérifie le phare et tous les feux, puis lance le moteur et ouvre les papillons des gaz pour vérifier le fonctionnement des 2 roues et l'indicateur de vitesse. Une fois les tests réussis, un ouvrier installe un couvercle sur le klaxon et les garnitures pour embellir le véhicule. La selle du scooter est mise en place sur une charnière au-dessus du compartiment de rangement. Après un autre polissage pour faire lustrer le véhicule, un ouvrier installe des repose-pieds rétractables pour le passager.
Après un dernier lustrage, c'est au tour de l'inspectrice de la qualité d'entrer en jeu. C'est la dame en jaune. Elle scrute le véhicule sous tous ses angles. Lorsqu'elle donne le feu vert, le scooter est prêt à prendre la route d'assaut. Celle-ci peut être périlleuse, mais ce modèle de scooter a subi de nombreux essais sur route au fil des ans. Et c'est ce qui en fait un classique. Étonnant, n'est-ce pas? Je suis persuadé que vous avez appris quelque chose de nouveau. Notre équipe travaille sans relâche à démystifier d'autres procédés de fabrication. Je vous invite donc à être des nôtres pour la suite de la série. À bientôt. Si vous avez des commentaires à formuler sur cette émission ou désirez soumettre des idées de sujets, communiquez avec nous au www.commentcetfait.com.